Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin pour partager un certain nombre d'informations. Je remercie les autorités académiques de m'avoir invité à présenter ce qu'on sait à peu près maintenant sur la taille des classes, sur l'influence de la taille des classes, sur à la fois ce qui se passe en classe et sur la réussite des élèves à court terme, à moyen terme. Il y a en fait tout un ensemble de recherches qui se sont intéressées à cela et que je vais essayer de vous brosser, en vous mettant quand même aussi un focus particulier sur ce qui a été fait en France, l'expérimentation CP réduit à laquelle j'avais participé et pour laquelle j'ai des informations de première main puisque c'est moi qui les ai traitées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait finalement de l'influence de la taille des classes sur les acquisitions des élèves? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que ça peut sembler simple. Je dis, ben voilà, allons voir les grandes classes, allons voir les petites classes, on mesure les acquis des élèves, et puis on saura bien, comme ça, là où c'est le plus efficace. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et il y a même des difficultés assez redoutables. Parce que les petites classes n'accueillent pas des élèves ou des enseignants qui, en moyenne, ont exactement les mêmes caractéristiques que celles des classes plus grandes. Les caractéristiques des élèves peuvent changer et les caractéristiques même des enseignants peuvent changer. On sait par exemple que les enseignants, au fur de leur carrière, ont tendance à migrer, entre guillemets, par exemple vers les centres-villes. Et évidemment, dans les centres-villes, il y a beaucoup de monde et les classes sont relativement chargées. On trouve par exemple beaucoup de petites classes dans le monde rural. Il y a aussi des allègements d'effectifs pour certaines classes particulières, PLIS, etc. Et dans les zones d'éducation prioritaire, même si la réduction de la classe n'est pas très importante, elle est de l'ordre en moyenne de 2 élèves par classe dans le primaire. Et il y a même parfois des arrangements dans les écoles. On dit, tiens, s'il y a une classe qui est jugée un petit peu difficile, peut-être qu'on va l'alléger un petit peu en effectif pour essayer d'équilibrer le travail des enseignants. Donc bref, les choses ne sont pas a priori comparables. Elles ne sont pas a priori comparables, et c'est ce qui rend c'est ce qui produit comme cette grande difficulté méthodologique à dégager l'impact causal de la taille de la classe. Alors, il y a eu beaucoup de recherches, je dirais dès les années 60, 1970, sur la relation entre la taille des classes et les acquisitions des élèves. Sauf que ces études n'avaient pas toujours les qualités scientifiques requises. On a eu beaucoup de résultats un petit peu variés. Certaines études disaient oui, il y a une relation, d'autres disaient non, il n'y a pas de relation. Remarquez au passage que très peu d'études ont montré une relation positive, du genre plus la taille de la classe est grande, et meilleures sont les acquisitions des élèves, ce qui donne déjà une première indication. Ce qui fait que quand on fait ce qu'on appelle des méta-analyses, quand les chercheurs en gros compilent des études qui ont porté sur un sujet et essayent d'établir la moyenne en quelque sorte des résultats, on trouve quand même que, il y avait bien plusieurs, Garcés Smith, Hattie, Sevin, etc. On trouve quand même une relation qui est qui a un effet positif, si vous voulez, du fait d'être dans des classes un petit peu réduites. Ces travaux sont néanmoins sujets à caution, je vous l'ai dit, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement toutes les qualités nécessaires. Et donc, il est important de se référer à des études robustes, qui, par des méthodes un petit peu compliquées, qu'il est inutile, je pense, de détailler ici, essaient de raisonner toutes choses égales pareilles. Toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire quoi? On s'assure que les contextes, les publics d'élèves, d'enseignants sont comparables
Et du coup, la seule chose qui varie, c'est la taille de la classe. Et on peut donc comparer les acquisitions des élèves en fonction de la taille de la classe. Alors, il existe des études de ce type-là qui ont été faites dans beaucoup de pays, ce ne sont pas des études rares, et elles établissent de manière assez claire un lien négatif entre taille de classe et acquisition des élèves. Alors, effet négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'un augmente, l'autre baisse. C'est-à-dire que si on augmente la taille des classes, les acquisitions des élèves ont tendance à baisser. Là encore, évidemment, c'est en moyenne. Et on trouve ça dans plein d'études, dans plein de pays. Par exemple, en Hongrie, c'était la ville, on montrait en Israël. Blatchford l'a montré en Grande-Bretagne. J'ai fait une étude avec les économistes Francis Kramart et Corinne Pro qui le montrent en France, Jeremy Finn aux États-Unis, d'autres en Suède, en Norvège, etc. etc. Voilà. L'étude la plus citée, l'étude qui est vraiment l'étude de référence pour le lien entre la taille de classe et les acquisitions des élèves, c'est l'étude qui s'appelle STAR, Student Teacher Achievement Ratio, etc., qui s'est déroulée au Tennessee dans les années 1980. Pourquoi cette étude est-elle considérée comme étude de référence? Parce que c'est la seule étude à grande échelle qui a pratiqué une réduction assez drastique de la taille des classes tout en étant randomisée. Alors randomisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants, comme les élèves, ont été alloués aléatoirement à des classes réduites ou à des classes, disons, normales, pleines. Ce qui fait que ça nous assure, au départ, que ces deux publics sont comparables. Et que donc on va pouvoir réaliser, donc, par cette expérimentation-là, une comparaison fiable entre la réussite des élèves des classes réduites et celle des classes pleines. Alors, je vous la décris un petit peu. Donc, petite classe, c'est quoi? C'est des classes qui sont entre 13 et 17 élèves. Les classes pleines avaient entre 22 et 26 élèves. Et il y avait une troisième condition, c'est qu'on mettait un enseignant assistant dans des classes pleines. Alors, enseignant assistant, on ne connaît pas trop ça en France, mais en gros, c'est des enseignants, mais des enseignants qui ne sont pas des enseignants titulaires. Donc, qui ont reçu une formation, on va dire, assez rapide. Alors, les élèves, donc l'expérimentation a commencé dans ce qu'on appelle le kindergarten, qui correspond à la grande section de maternelle chez nous, et elle a continué pendant 4 ans. Donc, de la grande section de maternelle jusqu'au CE2. Et on essayait de maintenir les élèves tout au long de ces 4 années dans les mêmes conditions. Sauf que, évidemment, il y a des élèves qui sont partis, il y a de nouveaux élèves qui sont arrivés, et qu'on a pu affecter comme ça chaque année, là encore aléatoirement, dans les classes pleines ou dans les classes réduites. C'est une étude de grande ampleur. Au départ, 6 000 élèves, 329 classes, 79 écoles. En tout, avec les arrivées des uns et des autres, ça a touché 12 000 élèves sur l'ensemble du dispositif. Bref, quelque chose de très important. Alors, quels sont les résultats? Finalement, c'est ça qui nous intéresse. Les résultats sont de divers ordres. Le premier, c'est que les classes à petit effectif obtiennent en moyenne, là, évidemment, le en moyenne est important, ça ne veut pas dire que tous les élèves des classes réduites deviennent meilleurs que tous les élèves des classes pleines, vous en doutez bien. C'est un recouvrement de distribution, mais en moyenne, les élèves des classes réduites ont davantage progressé que les autres, et ça s'est avéré à chaque niveau, donc grande section, CP, CE1, CE2, et dans chacune des disciplines observées. Les effets étaient plus forts pour ceux qui
qui avaient passé en gros plus de temps dans les classes réduites. C'est-à-dire que pour un élève qui était entré en grande section dans une classe réduite et qui avait suivi jusqu'au CE2, ben les effets étaient plus forts que pour un nouvel élève, un nouvel arrivant qui, lui, par exemple, n'y aurait passé qu'un an ou 2 ans. Un résultat très important et qu'on retrouve dans la plupart des études, dans la plupart des pays. Ceux qui ont le plus profité des classes réduites sont les élèves défavorisés. Alors, vous savez, aux États-Unis, il y a une distinction sociologique, on parle des minorités noires, hispaniques, etc., etc. Ce sont clairement les élèves des minorités qui ont le plus bénéficié de cela. Et comme, en moyenne, ces élèves plus défavorisés ont des résultats un peu moins bons, on voit tout de suite que ce dispositif a eu des effets d'égalisation. D'abord, il n'y a pas une égalisation totale, mais donc il y a vraiment une équité et pas seulement une efficacité de ce dispositif. Et le bénéfice dû au fait d'avoir fréquenté des classes réduites, donc c'est la grande section ou CE2, s'enregistre encore après. Par exemple, les chercheurs qui ont suivi les élèves de STAR, ils ont suivi dans un premier temps jusqu'à la 8e année, donc 8e grade qui correspond à la 4e chez nous. Et bien en 4e, on observe encore des effets bénéfiques. Et alors, il y a une troisième condition, vous l'avez vu, avec un assistant, et là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les résultats des classes pleines et les résultats des classes avec un assistant. Alors, tout ça, vous allez me dire, oui, mais c'est aux États-Unis, il y a des conditions particulières, etc. C'est vrai qu'en sciences sociales, la question de la généralisabilité des résultats, elle se pose toujours, parce qu'il y a tout est bien sûr environné par un contexte social. Bon, cela dit, tous les contextes sociaux ne sont pas radicalement différents non plus d'un pays à l'autre. Par exemple, voilà, en gros, la relation taille de classe, acquisition se retrouve dans la plupart des pays, mais néanmoins, c'est important de se référer aussi à notre pays, donc la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voulais parler ici un peu de l'étude de Thomas Piketty. Peut-être que vous tous Thomas Piketty, c'est un économiste, voilà, il écrit un bouquin assez important sur le capital au XXIe siècle, mais figurez-vous qu'il a aussi fait un travail sur la relation entre la taille des classes et les acquisitions des élèves. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué méthodologiquement à faire, et donc il y a des chercheurs, alors c'est Andris et David, des économistes aussi, qui ont trouvé une méthode un petit peu intéressante pour le faire, qui consiste, alors je le dis très brièvement, à étudier les flux de taille de classe qui se produisent par l'arrivée des élèves dans les écoles. C'est-à-dire que, vous savez, les seuils d'ouverture de classe dépendent évidemment du nombre d'élèves qui sont enrôlés dans l'école. Et donc, lorsque vous dépassez un certain seuil, pouf, il y a une nouvelle classe qui se crée, et donc les effectifs chutent en moyenne. Et on peut supposer que ces seuils d'ouverture, qui ne dépendent finalement que de phénomènes démographiques locaux, sont complètement indépendants de raisons pédagogiques pour soi, enfin, en elles-mêmes. Voilà. Et donc, lorsqu'on travaille un petit peu, de manière un petit peu ingénieuse là-dessus, on peut dégager des effets de taille. Alors, que montre Piketty? Ce qui montre, c'est qu'il y a un effet de la taille des classes, et même pour une faible diminution des effectifs. Et il est économiste, et donc en tant qu'économiste, il s'intéresse beaucoup au rapport coût-efficacité. Évidemment, on le sait tous, si on imagine qu'on va dédoubler les classes partout, évidemment, ça va coûter extrêmement cher, parce qu'il faut avoir 2 fois plus d'enseignants. Et en plus, ce ne serait peut-être pas forcément efficace, parce que ça amènerait à apporter dans les écoles tellement d'enseignants novices
que peut-être le bénéfice de la taille des classes serait, au moins pendant un temps, amoindri par le fait que les enseignants novices, oui, ils sont en moyenne un petit peu moins expérimentés que les plus âgés, et donc ils sont un petit peu moins efficaces. Mais donc, en ciblant, donc à l'époque de l'étude, sur les classes en ZEP, il dit voilà, puisqu'il y a un effet de la taille des classes, et puisque cet effet de taille des classes, il est plus important sur les catégories défavorisées, eh bien, imaginons la chose suivante. Si on passait en classe Z, allez, on la diminue à peu près de 4 élèves. On passe de 22 élèves en moyenne à 18. Comme il y a beaucoup moins de classes Z que de classes non Z, si on veut raisonner à coût constant, eh bien, il faut augmenter la taille des classes ailleurs. Mais évidemment, ça ne va pas l'augmenter de 4 élèves, puisqu'il y en a beaucoup plus. Ça ne conduirait à augmenter la taille des classes que de 1 élève, à peu près, mais un peu moins. On passerait 23 à 24 élèves dans les autres zones, les zones non prioritaires. Et si on faisait ça, ces estimations montrent qu'on réduirait de 40% les écarts de performance entre les élèves en Z et les élèves hors Z. Il dit voilà, évidemment, après c'est un choix politique à faire. Mais il dit ça coûterait pas un rond. C'est juste des déplacements. Et néanmoins, ça aurait un effet à la fois efficace et équitable. Alors évidemment, ça pose des problèmes parce que tous les élèves de ZEP ne sont pas en difficulté et tous les élèves hors ZEP n'ont pas de grande facilité par rapport à l'école. Enfin voilà, ce travail est intéressant. Et il a aussi, avec son collègue Waldener, avec mon étudiant Waldener, fait le même genre de travail au collège et au lycée. Et là, au collège, il a montré des effets moins forts et des effets qui sont quasi négligeables au niveau du lycée. Alors, quel bilan, si vous voulez, on peut tirer de tout ça? Eh bien, tout d'abord, que différentes méthodes d'analyse produisent des résultats similaires, ce qui est toujours confortant dans le milieu scientifique. Donc, un bénéfice à la taille des classes réduites. Il y a un large consensus de la communauté scientifique là-dessus, donc sur le fait qu'il y a un effet. Ce qui est davantage discuté, c'est la taille de cet effet. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est un petit peu? Et est-ce que c'est d'un bon rapport coût-avantage? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être encore plus efficaces pour un coût moindre? On aura peut-être raison de discuter si vous voulez. Alors, en 2001, le Haut Conseil de l'évaluation de l'école qui s'est transformé en HCE, maintenant c'était le HCEE, maintenant c'est l'HCE, je ne sais plus comment est l'acronyme, Haut Conseil d'évaluation, avait commandé un rapport à Denis Murray sur la taille des classes, la relation entre taille des classes et l'acquisition des élèves. Murray a remis ce rapport, et sur la base de ce rapport, le HCEE remettait un avis au gouvernement. Et l'avis de ce Haut Conseil était le suivant: la réduction de la taille des classes peut être efficace si la réduction est forte. Il faut les diminuer beaucoup. Si elle porte sur le premier niveau de scolarité, CP, CE1, CE2, et auprès des populations défavorisées. Donc voilà l'avis qui a été rendu au gouvernement de l'époque et au ministre de l'époque qui était Luc Ferry. Et Luc Ferry a dit ce serait intéressant de mener une expérimentation où on suivrait ces principes-là et où on mesurerait les effets. Donc cette expérimentation, c'est celle que je veux vous présenter maintenant. Alors, c'est une expérimentation de grande ampleur, donc 100 classes de CP réduites, et réduites de 8 à 12 élèves, avec en moyenne 10 élèves par classe. Donc, réduction drastique. 100 classes témoins. Les classes témoins, voilà, j'ai des effectifs normaux, de 15 à 27, en moyenne 21.
toutes les écoles étaient à l'époque en zone d'éducation prioritaire. Bon, alors pour les analyses, bon, je ne vais pas trop commenter tout ça, voilà, il y a eu des données manquantes, bon, bref, on a fait ce qu'il fallait pour traiter. Alors, un élément important, c'est que cette expérimentation n'a pas été purement randomisée, c'est-à-dire que les élèves, les enseignants n'ont pas été affectés aléatoirement aux deux conditions. Ce qui pose une question d'éventuel biais de sélection. Vous voyez, on n'est pas exactement dans le cas idéal de stage. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros, les caractéristiques des élèves, conditions réduites ou conditions pleines, étaient assez semblables. Il n'y avait pas trop de problèmes en ce qui concerne les caractéristiques des élèves. Il y en avait davantage en ce qui concernait les enseignants. Vous voyez, par exemple, si je prends l'ancienneté des enseignants, alors ancienneté au CP c'est en blanc, ancienneté dans la profession c'est en bleu, vous voyez que, et ça c'est le nombre d'années d'ancienneté, vous voyez qu'en moyenne, en CP réduit, les enseignants avaient une ancienneté plus faible que dans les classes. En gros, ils étaient moins expérimentés. Donc évidemment, ça pose problème parce que peut-être les plus expérimentés sont plus efficaces. Et cette difficulté-là est un petit peu à l'origine de l'ambiguïté des résultats qu'avait livré l'ADEPE. L'ADEPE avait dit, bon, en gros, voilà, c'est pas très important, en gros, ça sert pas à grand-chose. Alors, je vais vous montrer que c'est pas tout à fait ça. Alors, quelles sont les estimations que... Alors, oui, j'ai confiance en vous. Que vous pouvez lire un tableau. Non, ne vous affolez pas, je veux juste vous présenter deux, trois valeurs. Vous voyez, en gros, tout ce qu'on a besoin de faire, tout ce qu'on a besoin de contrôler pour estimer l'effet. Vous voyez, donc on contrôle le niveau initial, la profession des parents, évidemment si c'est réduit ou pas, on a un indicatif du nombre d'élèves, l'ancienneté des enseignants, etc. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est la première estimation qu'on peut faire si on ne tient pas en compte le fait que les enseignants étaient plus expérimentés dans un groupe que d'autres. Alors, ces chiffres peut-être ne vous disent pas grand-chose, mais c'est juste pour vous donner une indication de valeur. Vous voyez, on a une valeur de 0,14 qui signifie que en moyenne, les élèves du groupe classe réduite avaient des résultats qui étaient supérieurs de 0,14 écart type, l'écart type étant l'écart moyen entre les élèves et la moyenne. Voilà. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Ce que je veux juste vous montrer, c'est ça. Quand on prend en compte dans le modèle l'ancienneté des enseignants, qu'est-ce qui se passe? On voit tout d'abord qu'il y a un effet d'ancienneté. C'est sans grande surprise, hein. Et voilà, les enseignants qui ont de l'expérience, en moyenne, obtiennent de meilleurs résultats de la part de leurs élèves. Mais regardez ce qui se passe. On a une hausse de ce coefficient de la taille de la classe. Pourquoi? Parce qu'on a compensé cet effet de l'expérience. Et donc, en contrôlant l'expérience d'enseignant, donc pour en gros des élèves qui ont les mêmes caractéristiques et des enseignants qui ont les mêmes caractéristiques, il y a un effet de la taille des classes, de la réduction de la taille des classes, et cet effet de l'ordre de 0,20, il est loin d'être négligeable. C'est un effet qui est quand même un effet de contexte relativement important. En gros, on gagne 20% d'écart type, ce qui est loin d'être minime. Bon, pour le reste, ouais, je voulais juste vous montrer ça. C'est la relation entre le score initial des élèves, le score final, et l'effet, donc la relation pour les enseignants qui ont une ancienneté faible et les enseignants qui ont une ancienneté forte. Donc, évidemment, la relation est positive, hein, comme je l'ai dit, en gros, plus on est expérimenté,
et meilleurs sont les résultats obtenus par les élèves. Mais vous voyez, la pente n'est pas la même. Ce que vous pouvez voir ici, c'est ici, ce sont des bons élèves. Il n'y a pas trop de différence. Et ici, ce sont les élèves en difficulté. Et là, il y a des différences importantes. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, les enseignants expérimentés égalisent davantage les résultats des élèves. C'est-à-dire que le résultat final est moins dépendant du niveau initial. Et en gros, la meilleure capacité des enseignants expérimentés, c'est avant tout de bien faire progresser les élèves faibles. Ils sont surtout efficaces sur les élèves les plus faibles. Ce qui est probablement effectivement la plus grande difficulté du métier. Voilà. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais voilà, s'il y a des résultats, c'est bien qu'il se passe des choses différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans les classes réduites? Alors, un résultat important, mais sur lequel je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est qu'en fait, bien souvent, et que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suède, que ce soit en France ou ailleurs, ce que constatent les chercheurs, donc ils vont observer ce qui se passe dans les classes, ils constatent qu'il n'y a pas vraiment de changement de méthode, mais de méthode au sens méthode. Par exemple, individualisation versus groupe classe, tel type de méthode d'enseignement de la lecture plutôt que tel autre type. Donc, en termes de méthode ou de répartition des élèves, etc., il n'y a pas de gros changements. Voilà, il y a plein d'études qui ont montré ça par vidéo, par observation, auprès d'élèves expérimentés, auprès d'élèves stagiaires. Voilà. Ça n'induit pas automatiquement de grands changements dans, je dirais, les grandes orientations pédagogiques des enseignants. Mais évidemment, il se passe quand même des choses. Ça induit effectivement un certain nombre de changements comportementaux qu'on peut observer. Par exemple, je serai un petit peu plus en détail tout à l'heure, par exemple, on s'aperçoit que les enseignants font moins de gestion de classe. Ils passent moins de temps à régler des problèmes de discipline. Ce qu'on voit aussi en règle générale dans les études, à peu près dans tous les pays, c'est qu'il y a davantage d'engagement des élèves dans les tâches. Je précise un petit peu, si vous prenez par exemple l'étude de Blatchford qui a été faite en Grande-Bretagne, où ils ont observé vraiment beaucoup de classes, par exemple, ce qui a montré Blatchford, c'est qu'il y a moins d'inattention de la part des élèves dans les classes réduites. Il y a moins de comportements hors tâche. Il y a 50% d'interaction en plus maître-élève. Donc vous voyez, évidemment, il y a bien des choses qui se passent. Il y a bien des choses qui se passent. Qui ne relèvent pas forcément de choix de varier sa méthode pédagogique, son approche, etc. Alors, de façon plus systématique cette fois, si on prend les travaux de Jeremy Finn, alors Jeremy Finn, c'est en gros le chercheur qui a travaillé sur STAR et qui a beaucoup étudié cette question de relation entre taille des classes et acquisition des élèves. En gros, Finn et ses collaborateurs disent qu'il y a une certaine dynamique qui est instaurée dans les classes réduites, et en gros il y a 3 changements de dynamique que eux ils appellent social, comportemental et instructionnel. Instructionnel c'est pas très beau, mais bon, voilà, en anglais instructional, voilà. Je vous laisse. Alors, en termes de dynamique sociale, par exemple, ce qu'on voit dans les classes réduites, c'est qu'il y a une redéfinition de ce que sont les comportements acceptables ou inacceptables. Et en gros, dans les classes réduites, les enseignants sont un peu plus, je vais dire, un peu plus cool. Hein,
il laisse passer certaines choses. Voilà, c'est moins menaçant, évidemment, que dans des classes pleines où on va imaginer que, bah oui, s'il y a beaucoup d'élèves qui adoptent ce comportement-là, ça va devenir problématique et donc il faut l'arrêter plus rapidement. Donc, modification du climat économique social et de meilleures relations interpersonnelles enseignants-élèves. Les enseignants ont tout simplement plus de temps, par exemple, pour écouter, pour discuter avec les élèves. En termes de dynamique comportementale, donc, je l'ai déjà dit, il y a un meilleur engagement des élèves dans les tâches scolaires et il y a moins de comportements déviants, enfin, de comportements qu'ailleurs on jugerait improductifs ou non acceptables. En termes de dynamique liée à l'instruction, à l'enseignement, comme je vous l'ai dit, les enseignants ne changent pas automatiquement leur approche pédagogique dès lors qu'ils sont dans des classes réduites. Mais, vous savez, une des ressources fondamentales des apprentissages, c'est le temps. Les apprentissages souvent se déroulent dans le temps, mais les apprentissages sont d'autant meilleurs, par exemple, qu'ils sont régulièrement réalisés, sur une base régulière, pas trop de coupures, etc. Et que surtout, il y a une intensité qui est liée à ça. On peut avoir des temps de travail plus productifs que. Et donc, ce qu'accordent les classes réduites, c'est davantage de temps aux enseignants pour enseigner. Parce que justement, ils passent moins de temps à gérer leur classe et parce qu'ils ont des interactions beaucoup plus directes avec les élèves. Qu'est-ce que ça permet plus de temps? Ça permet par exemple un meilleur équilibre entre la couverture du contenu et la profondeur. Par exemple, le fait de s'engager dans des discussions et des discussions de relativement haut niveau cognitif avec les élèves, donc ils vont demander du temps, eh bien c'est davantage possible dans les classes réduites. Il y a plus de possibilités de réenseignement, c'est-à-dire de redire, de dire autrement à d'autres élèves pour davantage s'adapter à ce qu'ils auront compris ou non compris. Il y a un usage accru de stratégies d'apprentissage efficaces. Faire résumer, faire pointer les éléments importants, faire relire, etc. Et les enseignants sont plus heureux. Voilà. Ce qui n'est pas anodin. Alors, dans l'expérimentation CP réduit qu'on a faite en France, il y a eu également des observations faites en classe. Ces observations en classe, elles ont vraiment confirmé, en gros, ce que je vous ai dit là. Donc, on a fait des observations, alors c'était pendant des classes, des leçons de lecture. Globalement, les deux groupes ne se distinguent pas significativement en termes, par exemple, de déroulé de leçons. Si vous prenez, par exemple, les phases les enseignants avaient travaillé sur la lecture d'un texte. Si vous prenez les phases de découverte collective, de découverte individuelle, d'exercice individuel, etc., la répartition, le temps, tout ça, c'est à peu près identique entre les deux. Mais il y a quelques différences qui apparaissent, et par exemple le fait que les interventions concernant la gestion de classe sont plus fréquentes dans les classes à effectifs habituels. Vous voyez la différence entre 23 par heure et 14 par heure. Vous voyez, la différence est quand même importante. Et ce qu'on a fait également, c'est une mesure de l'implication des élèves dans les tâches. En gros, je vous le dis de façon assez simple, on observe des élèves et avec un certain minutage, en gros, on observe plusieurs élèves et toutes les 20 secondes et on regarde comme ça s'ils sont impliqués ou pas dans les tâches. On arrive donc du coup à savoir en moyenne si les élèves sont impliqués ou pas.
Eh bien, voilà le résultat. Alors, on a fait ces observations en milieu d'année et en fin d'année. Ce que montre ce graphique, c'est que en milieu d'année, il n'y avait pas de différence franche d'engagement. Et d'ailleurs, on a fait des interviews avec les enseignants, et c'est vrai que certains nous ont dit, écoutez, au début, on était un petit peu perdus quand même. C'est bizarre, ces classes petites, là, 10 élèves, il faut il y a un temps d'adaptation, il y a un temps pour que tout le monde se mette sur le bon rythme, etc. Alors peut-être que c'est ça qui explique qu'il n'y avait pas de différence en race. En tout cas, en juin, il y avait clairement une différence. Et dans les effectifs réduits, en bleu, les élèves étaient nettement plus engagés dans les tâches que les élèves des classes pleines. Donc vous voyez les résultats qui sont assez systématiquement en faveur de la classe, des classes réduites, au moins sur le plan comportemental. Alors, en gros, à ce stade de la conversation, pourriez-vous dire, finalement, je suis enseignant, il me suffit de bénéficier de cette classe réduite, et puis en gros, je n'ai pas grand-chose à changer. Ce n'est pas vraiment le sens de mon discours. Je suis effectivement en train de vous dire, là, que les classes réduites créent des conditions qui, par elles-mêmes, de par les conditions, donc par ces conditions créées, favorisent, si vous voulez, le travail des enseignants, le travail des élèves, et donc favorisent leurs résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus que ça. Alors, donc, la plupart des travaux, donc la réduction à la taille des classes, créent des conditions favorables en elles-mêmes. Je vous ai ici traduit une phrase de Jérémy Lefine. Les petites classes, en elles-mêmes et d'elles-mêmes, créent des bénéfices. Et donc, est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas faire mieux? Évidemment, je vais soutenir un peu la position inverse. On peut probablement encore améliorer le rendement des classes réduites, parce que les classes réduites, elles ne créent pas simplement des conditions favorables, elles créent aussi des opportunités. Et des opportunités des opportunités pourquoi? Des opportunités pour mettre en place des pratiques d'enseignement plus efficaces. Alors, par exemple, il y a beaucoup de processus identifiés comme bénéfiques par les travaux sur l'efficacité de l'enseignement et qui pourraient probablement être plus facilement mis en place dans les classes. Par exemple, un meilleur contrôle des progrès des élèves. Ça, on sait que c'est généralement favorable aux acquisitions. Par exemple, l'enseignement explicite de stratégies cognitives. Par exemple, le fait de pousser les élèves à s'auto-questionner sur un texte. Je pense que Marie vous en touchera un petit mot tout à l'heure, je ne vais pas trop développer. Le soutien à l'apprentissage, par exemple. Les travaux montrent que, alors ce qu'on appelle le soutien à l'apprentissage, c'est l'idée de travailler les concepts, de développer des concepts, de poser des questions un petit peu de niveau cognitif élevé, avec des feedbacks très appropriés. C'est vrai qu'en règle générale, dans les différents pays, on s'aperçoit que, en gros, c'est une dimension qui pourrait assez facilement être encore améliorée. Eh bien, je pense que là, c'est une bonne opportunité pour ça. Proposer un enseignement structuré dans lequel on définit clairement les tâches, ce que les élèves doivent attendre, ce qu'ils doivent faire, ce qui du coup leur permet de maintenir un but en tête et d'adapter des stratégies efficaces, etc. Bon, voilà. Et également avoir des niveaux d'attente plus élevés et bien adaptés à chacun des élèves. Bref. Voilà, tout ça, à mon avis, peut être mis en place dans les classes à effectif réduit et probablement augmenterait encore l'avantage produit par ces classes. Alors, je vais vous dire un petit mot maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, je pense.
Sur les effets à long terme. Pour l'instant, je vous ai dit, bon voilà, en gros, le temps qu'ils sont dans les classes réduites, ben, ils réussissent mieux. Je vous ai dit déjà que l'étude STAR a montré qu'en classe de quatrième, hein, les avantages étaient encore visibles. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Et est-ce qu'on peut aller même au-delà des simples de l'acquisition des données? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, en classe de quatrième, pour l'étude STAR, il y a entre un tiers et un quart, entre un tiers et la moitié des effets observés durant l'expérimentation qui sont encore observables en classe de quatrième. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est vraiment l'avantage est massif et durable. On montre aussi que plus les élèves vont passer de temps dans les classes réduites, plus cet avantage est important et se maintient. On a montré également qu'au niveau du lycée, les élèves qui avaient bénéficié des classes réduites dans STAR, donc une fois qu'ils sont au lycée, eh bien, ils vont passer plus fréquemment les tests d'admission à l'université, donc c'est-à-dire vouloir entrer à l'université, et ils obtiennent en moyenne de meilleurs résultats à ces tests d'entrée à l'université. Les économistes se sont intéressés même aux gains de revenus. Finalement, est-ce que ça va jusqu'à produire des gains dans les revenus? Alors, donc Chetty, par exemple, a fait ça. Il n'a pas trouvé de relation globale, mais il a quand même montré que pour les élèves, pour les personnes de la minorité noire qui avaient fréquenté les classes réduites de STAR, ils avaient en moyenne un gain de revenus de $250. Je peux vous montrer d'autres études, là encore, on a suivi les élèves de STAR, même jusqu'à 30 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Eh bien, ils ont une probabilité plus élevée de fréquenter l'université, de finir leur diplôme d'université et de choisir des filières qui rapportent plus de gains. Les lettres, par exemple, ça ne rapporte pas en moyenne énormément. Évidemment, si vous allez en sciences, économie, finance, tout ça, ça rapporte un petit peu. En Suède, donc, pour les 3 dernières années d'école élémentaire, en Suède, c'est un peu particulier, parce que l'école élémentaire peut se terminer à 13 ans, mais ils ont meilleur résultat cognitif à 13 ans, à 16 ans, à 18 ans. Ils ont plus de chances d'obtenir un diplôme de licence, et ils ont un gain de revenus entre 27 et 42 ans. Alors, ça ne veut pas dire que le gain continue par après, ça veut dire que 42 ans, c'était l'âge qu'ils avaient au moment de la fin de l'étude. Vous voyez des gains qui durent. Au Danemark, les effets positifs des petites classes sur la durée des études. Avec un étude classe, on fait des études plus longues, etc. Et alors, il y a même des effets externes qui sont faibles, mais moins d'infraction. Comme je vous dis, les élèves sont faibles, bon, ciblés sur une catégorie, alors évidemment, en fait, non, garçon noir, c'est une catégorie sociologique, on prend une catégorie sociologique qui voit le fait que, voilà, sur des élèves, les enfants, des personnes défavorisées, voilà. Voilà. Et aux États-Unis, c'est vraiment ça s'intéresse beaucoup aux questions des minorités. C'est juste, voilà, c'est une catégorie sociologique. Une économiste comme Whitmore, donc Schanzenbach, dit la chose suivante. Ce qui est un petit peu frappant, c'est que parfois on a des effets à très long terme, notamment sur la poursuite des études, sur l'obtention de diplômes d'université, qui sont plus forts que les gains d'acquisition qu'on peut mesurer à moyen terme. Et ce qu'elle avance, c'est que probablement la réduction de la taille des classes produit des différences qui ne sont pas seulement des différences
d'acquisition telles qu'elles sont mesurées par les tests cognitifs, les tests d'acquisition, mais que ça produit aussi probablement des changements de comportement, d'attitude, de rapport à l'école et de rapport à la société, donc qui sont difficilement captables juste par des mesures d'épreuves d'acquisition, mais qui donc se retrouvent ensuite dans l'insertion sociale et dans l'insertion professionnelle. Voilà.